Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, nous allons étudier le rapport de la philosophie de Franz Rosenzweig à l'histoire. Donc il y aura certaines choses qui vont peut-être revenir de la dernière séance, mais je vais essayer en tout cas de fondre ce rapport à l'histoire dans la biographie de Franz Rosenzweig et dans la manière où cette biographie est intervenue dans l'élaboration de sa philosophie. D'accord? Donc, vous le savez déjà, dès la dernière fois, on en a parlé même dans les séances qui ont précédé l'année dernière. La pensée de Rosenzweig est difficile à maîtriser car elle est paradoxale et même pleine de contradictions en dépit de sa présentation en système que j'ai présenté lors de la dernière séance. Pour saisir cette pensée de Rosenzweig, il convient de se tourner vers sa biographie, même si il était toujours de mauvais conseils d'expliciter une philosophie par la biographie. Mais depuis les philosophes existentialistes, depuis Kierkegaard, depuis Nietzsche, on a l'habitude de se référer à la biographie du philosophe pour expliquer sa pensée. Et surtout, donc, pour les philosophies de l'existence, dont Rosenzweig fait partie, qui ont prouvé que la subjectivité du penseur n'est pas un obstacle à la compréhension de sa philosophie. Alors, je vais replacer un peu Rosenzweig dans le contexte historique. Le temps et l'espace dans lesquels la philosophie de Rosenzweig s'élabore sont les années qui entourent la Première Guerre mondiale, et notamment en tout cas la fin de la Première Guerre mondiale. On sait que au cours de ces années-là, Rosenzweig est soldat de l'armée allemande et sert son pays dans les tranchées des Balkans. Et c'est là qu'il conçoit en 6 mois l'édifice impressionnant de l'étoile de la Rédemption. Mais avant cela, au cours des années 1908-1912, je rappelle seulement que Rosenzweig est né en 1886, eh bien, il a étudié l'histoire et la philosophie auprès de Friedrich Meinecke et a consacré ces 2 dernières années, 1912-1914, à la rédaction de sa thèse sur Hegel, sur la philosophie politique de Hegel, qui a été publiée en 1920 sous le titre Hegel et l'État. Dans cet ouvrage, il montre que Hegel considérait l'État comme la forme supérieure de l'existence d'un peuple. Plus encore, le royaume de Prusse, dont il faisait partie, représentait pour lui la concrétisation de l'État idéal. En général, Hegel avait défendu l'idée que
la culture européenne était le stade le plus avancé, le stade ultime de l'histoire universelle. Selon lui, toutes les nations européennes sont destinées à prendre place dans la réalisation de ce qu'il appelle l'esprit absolu. Si vous voulez, en style télégraphique, Hegel part de l'individu, du moi, du sujet, de la subjectivité. De là, il passe au citoyen et donc il laisse la subjectivité de l'individu de côté et il passe à ce qu'il appelle l'esprit objectif qui est structuré par la famille, par la société et l'État. L'État représentant le sommet de l'esprit objectif. Mais il ne s'arrête pas là, car il élabore une structure supplémentaire, supérieure à l'esprit objectif, qu'il appelle l'esprit absolu, et qui comprend l'art, la religion et la philosophie. Et pour Hegel, je dis bien la religion et non pas les religions. J'y reviendrai. Donc, or, dans cette idée que les nations européennes sont le stade ultime de l'évolution de l'histoire de l'humanité ou de l'histoire en tout cas occidentale, dans cette idée, Franz Rosenzweig a détecté la source des nationalismes parce que la tendance naturelle de toute instance particulière est d'aspirer à la supériorité par rapport aux autres nations, de sorte que la loi qui fixe l'existence des peuples est celle de la rivalité, des conflits, des guerres et des violences. Et Rosenzweig ne cache pas qu'il prend ses distances avec la philosophie politique de Hegel, et c'est dans les tranchées qu'il a compris, en tout cas, ce qui se passait. C'est la Première Guerre mondiale où Rosenzweig a expérimenté, comme tous les hommes de sa génération, le désastre qu'a entraîné cette guerre, ce qu'on appelle justement la grande boucherie de la Première Guerre mondiale. Eh bien, ça, pour lui, la Première Guerre mondiale a dévoilé la vérité de la philosophie hegelienne et la nécessité de la rejeter. Et donc, la guerre qui a été déclenchée au nom des principes nationalistes a conduit à l'effondrement de l'Europe. Et c'est là que Rosenzweig s'est détaché totalement du modèle politique et qu'il s'est intéressé à l'idée d'une existence collective absolument détachée de l'histoire. Parce que justement, l'histoire, c'est le récit des folies et des guerres de l'humanité. Et cette existence, Rosenzweig l'a trouvée, cette existence collective, Rosenzweig l'a aperçue ou l'a trouvée dans le peuple juif. La thèse centrale de l'étoile de la rédemption s'énonce de la sorte: à la différence des nations du monde, dont le destin dépend des aléas de l'histoire, le peuple juif vit toujours dans la dimension, ou toujours déjà, dans la dimension de l'éternité. Et donc, il n'a pas besoin d'être dans l'histoire, il est au-delà de l'histoire,
ou au-dessus de l'histoire, ou surplombant l'histoire, et même certains disent que c'est une doctrine anhistorique du peuple juif que présente Rosenzweig. Et c'est une idée radicale parce qu'elle ignore le rapport que le peuple juif entretient avec le monde et même le purge du messianisme dont la signification est essentiellement historique. Et cette thèse ne laisse pas indifférent et suscite des questions sur lesquelles je reviendrai à la fin, et notamment, en tout cas, vous le devinez déjà, le rapport de Rosenzweig au sionisme. Mais avant d'arriver là, avant d'arriver à cette conclusion, Franz Rosenzweig traverse une crise spirituelle aiguë qui l'a conduit à se détacher du relativisme historique qui caractérisait ses années d'études et à adopter une conception du monde religieuse centrée sur la notion de révélation qu'on a vue la dernière fois, et sous l'influence d'un de ses amis juifs qui s'était converti au protestantisme et qui s'appelait Eugen Rosenstock, Franz Rosenzweig est arrivé à la conclusion que le nihilisme ne saurait être surmonté que par un individu qui se donne des valeurs absolues. Or, la révélation constitue le moment dans la vie d'un individu où il rencontre Dieu face à face, ou plus précisément, l'instant où Dieu lui permet de donner signification ou de donner sens au monde qu'il habite. Et en juillet 1913, où Franz Rosenzweig opte pour cette conception du monde, il envisage de se convertir. En tant que disciple de Hegel, il pensait que dans le cadre de la civilisation européenne, religion égale christianisme, puisque pour Hegel, il n'y avait pas de place dans la civilisation européenne pour le judaïsme. Donc, il allait vers le christianisme. Mais 3 mois plus tard, après qu'il ait participé à la prière de Kippour dans une petite synagogue orthodoxe de Berlin, il décide de rester juif. Et je vais vous lire juste quelques lettres qu'il a écrites à sa mère, à ses parents, donc, et à ses amis. À ses parents, il écrit au moment où il a pris la décision de se convertir, il dit si j'avais, je traduis de l'hébreu donc, si j'avais le choix entre un porte-monnaie vide et un porte-monnaie plein d'argent, est-ce que je dois choisir le porte-monnaie vide seulement en m'appuyant sur des principes? Donc, ce porte-monnaie vide, c'est le judaïsme, vous l'avez compris, et le porte-monnaie plein d'argent, c'est justement le christianisme. Et voilà comment il donne des raisons, c'est-à-dire il invoque, il essaye de convaincre ses parents. Il dit, mais nous sommes chrétiens en toutes choses. Nous vivons dans un État chrétien. Nous recevons une éducation dans des écoles chrétiennes.
nous lisons des livres chrétiens. En bref, la civilisation, notre civilisation est tout entière basée sur des fondements chrétiens. Et donc, un homme, si il n'a pas un frein quelconque qui l'arrête, eh bien, n'a besoin que d'une toute petite décision pour passer du côté du christianisme. Ça, c'est ce qu'il avait vu et ce qu'il avait dit à ses parents dans les lettres de Rosenzweig, avant d'aller rendre visite pendant le jour de Kippour dans cette synagogue orthodoxe de Berlin. Et une fois qu'il a passé le jour de Kippour dans cette synagogue, voici ce qu'il écrit à son cousin Germain, qui lui s'était déjà converti au protestantisme. Je dois t'informer je dois te donner information de quelque chose qui va probablement te faire de la peine et peut-être sur l'instant que tu ne comprendras pas. Mais après avoir délibéré avec moi-même, et je pense, après avoir réfléchi en profondeur, je suis arrivé à la conclusion suivante que je devais reprendre ma liberté et ne pas m'engager dans le christianisme. Je ne vois plus cet engagement comme nécessaire et donc, selon moi, il devient impossible. Ani nishar efo Yehudi, je reste juif. Voilà donc ce que dit Rosenzweig à son cousin. Et donc, on voit bien ici que Rosenzweig fait une marche arrière après ce Kippour. Il se rend compte comment il s'était rendu compte dans cette synagogue, comment une communauté entière plongée dans la prière se détache du monde sensoriel tout au long d'une journée, pendant 26 heures. Cette expérience lui a permis de mettre au clair qu'en dépit de la civilisation occidentale, je le cite, où personne ne peut accéder au Père si ce n'est par l'entremise du Fils, eh bien, Rosenzweig dit, cela ne s'applique pas au peuple d'Israël, puisque le peuple d'Israël est d'ores et déjà auprès du Père. Donc, dans ces rares moments où le peuple juif s'identifie à sa vocation religieuse, il découvre son essence véridique qui est détachée complètement de la temporalité historique et du monde sécularisé. Donc, cette, entre guillemets, cette absence du monde et le fait que dans la civilisation occidentale, il n'est pas de place libre pour le judaïsme dans cette civilisation, Rosenzweig dit cela ne le transforme pas, ne transforme pas le judaïsme en un élément archaïque. Au contraire, il dit c'est le témoignage de sa haute vocation. Et donc Rosenzweig rejette l'idéalisme allemand qui dominait le monde de la philosophie et adopte ce qu'il appelle la nouvelle pensée, Neue Denken, c'est-à-dire une pensée religieuse qui a trouvé son expression d'abord dans le monde mythique de la Grèce et plus tard dans le monde de la foi religieuse juive et chrétienne. Et c'est pourquoi
son livre, L'étoile de la rédemption, contient un premier livre qui s'appelle Le paganisme, un second livre qui s'appelle La révélation et qui traite du peuple juif, et un troisième livre qui s'appelle La rédemption et qui traite à la fois du judaïsme et du christianisme. Et même si chacune des perspectives, le paganisme, le judaïsme et la chrétienté, ont une grande part dans ce livre qui s'appelle l'étoile de la rédemption, eh bien le judaïsme est le centre vivant qui soutient tout le système. Et donc il parle de la pensée mythique. La pensée mythique comprend la réalité comme, dit-il, composée de trois instances primordiales: l'homme, le monde et Dieu. Mais ces trois instances sont, dans le monde mythique, irréductibles l'une à l'autre, et donc ces catégories sont séparées l'une de l'autre. Et ces catégories vont servir à la conscience judéo-chrétienne qui ancre sa vision de la réalité dans ces catégories, mais en leur imposant une transformation notable en ce qu'ils entretiennent une relation entre elles. Entre Dieu et le monde, c'est la création. Entre Dieu et l'homme, c'est la révélation. Et entre l'homme et le monde, c'est la rédemption. Donc ces trois modalités de relation entre les catégories sont le cadre qui ordonne toute existence humaine pour Rosenzweig. Et ces trois catégories que la philosophie a occultées, la philosophie ne parle jamais de création du monde, la philosophie ne parle pas de révélation, peut-être elle parle d'une rédemption qui est sécularisée, mais en tout cas ni de création ni de révélation. Mais ces trois catégories que la philosophie donc a occultées sont présents dans le langage que Rosenzweig décrit différemment de la conception philosophique usuelle, en s'appuyant sur l'exégèse, comme nous l'avons vu la dernière fois, de trois textes bibliques. Rosenzweig montre que la catégorie du récit basé sur le il est adéquate pour raconter le récit de la création du monde. Celle du dialogue, c'est-à-dire non plus basée sur le il, Dieu qui a créé le monde, mais sur le je et le tu, eh bien, s'ajuste au récit de la révélation. Et je vous rappelle que pour lui, ce récit biblique, c'est le cantique des cantiques, c'est le dialogue qui s'instaure entre l'amant et la bien-aimée. Et, comme nous l'avons vu, celle du nous, la première personne du pluriel, est conforme à la révélation. Et donc, l'image de l'homme qui se tient d'un côté en rapport avec le monde et de l'autre en rapport avec Dieu trouve son expression dans la conception juive et chrétienne pour Rosenzweig de la rédemption. Donc Rosenzweig décrit ce rapport c'est-à-dire de l'homme au monde, qui est le rapport de la rédemption. La dernière fois, nous avons insisté sur le fait, sur la création et sur celui de la révélation. Cette fois-ci, je voudrais insister sur la rédemption.
Rosenzweig dit que il analyse de manière très méticuleuse le calendrier liturgique des deux religions qui sont engagées dans ce processus de rédemption du monde que sont le judaïsme et le christianisme. Toutes deux dégagent une temporalité semblable que Rosenzweig appelle le temps sacré et qui est le temps du rite. Et là, je fais, en tout cas, j'appelle l'attention du professeur Claude Rivlin, qui lui s'est beaucoup intéressé au rituel du judaïsme. Et là, il trouverait en tout cas un langage commun avec Rosenzweig qu'il ne trouvait pas dans la première intervention que j'ai faite sur lui. Donc, pourquoi ce temps du rite est pour lui un temps sacré? Parce que c'est un temps qui permet de se mettre à l'abri des trépidations de l'histoire et du temps éventuellement qui est un temps saccadé où les événements se succèdent à un rythme effréné et où on n'a pas le temps de se livrer à leur analyse et de leur donner une signification stable ou une signification quelconque. Le temps du rite nous permet justement de mettre à l'abri des significations et de s'évader de cette histoire qui est l'histoire événementielle, qui est saccadée, qui est rythmée, qui est, oui, rythmée, mais à un rythme qui dépasse en tout cas l'être humain, pour pouvoir garder certains sens, un sens qui fait partie justement de ce temps qui n'est pas le temps de l'histoire, qui est justement le temps que Rosenzweig appelle sacré. Et sur ce plan-là, Rosenzweig dit que le peuple juif est au-delà de l'histoire. Dans ce temps du rituel se concentre eh bien, l'ambiance spirituelle qui lui est propre. Si je vous donne un exemple, ceux qui, peut-être aujourd'hui moins, mais en tout cas ceux qui arrivent en Israël et qui passent un Shabbat en Israël ou un jour de fête, notamment à Jérusalem, oui, notamment à Jérusalem, eh bien, il peut sentir que le temps de l'histoire s'arrête, ou en tout cas est suspendu pour 24 heures. Tout le monde, il y a presque un cessez-le-feu, c'est-à-dire on s'arrête de bouger, de travailler, de se préoccuper de X et de milliers de choses, et on rentre dans un temps du rituel qui est un temps qui nous laisse le temps de réfléchir, où on donne, disons, comme on l'a dit souvent, en tout cas en Europe, du temps au temps. Et c'est pour ça que le Shabbat est rythmé par les prières, c'est pour ça que le Shabbat est rythmé par l'étude, c'est pourquoi le Shabbat est rythmé par le repas familial, et tout cela, Rosenzweig le décrit de manière très précise, et pas seulement pour le Shabbat, mais il le décrit aussi pour toutes les fêtes qu'il appelle les 3 fêtes de pèlerinage, il les appelle fêtes de la révélation, les 2 fêtes de Rosh Hashanah et Kippour, fêtes de la convocation, où on est convoqué justement
devant Dieu pour un jugement et pour obtenir, disons, le pardon de ses fautes. Donc, voilà, si vous voulez, pourquoi Rosenzweig se détache de l'histoire et pourquoi il dit que le peuple juif est au-delà de l'histoire ou bien est anhistorique. Et vous comprenez maintenant peut-être pourquoi Rosenzweig, comme son maître, n'a pas été sioniste. Parce que justement, le sionisme, c'est le retour du peuple juif sur la scène de l'histoire en tant qu'acteur. Or, lui a voulu justement se détacher de cette histoire pour garder la spécificité ou la singularité du peuple juif. Et vous savez peut-être que un an après la publication de l'Étoile de la Rédemption, Rosenzweig tombe malade et on diagnostique une paralysie quasi totale. Il vivra encore 6 ou 7 ans après ce terrible diagnostic, continuera à produire, mais sa philosophie est une philosophie d'avant la Shoah. Elle n'est pas marquée par la Shoah. Lévinas disait que c'est une philosophie préadolescente du peuple juif. Elle pose néanmoins des questions que nous n'avons pas encore résolues, et notamment en tout cas sa critique du sionisme. J'ai dit la fois dernière que Rosenzweig était un disciple de Hermann Cohen. Et vous le savez peut-être, en tout cas, Hermann Cohen était aussi non sioniste. Hermann Cohen était aussi, s'est détaché du sionisme en disant que de ce mouvement, ces gaillards veulent être heureux. Et donc, Rosenzweig, lui aussi, se démarque du sionisme. Je vais vous montrer en tout cas ce qu'il dit, mais parce que le sionisme remet en cause ses thèses sur le judaïsme, par le retour à la terre, par la résurrection de la langue hébraïque et par la création d'un État. Il a 3 chapitres dans l'Étoile de la Rédemption où il traite du rapport du peuple juif à la terre, et où il traite du rapport du peuple juif à l'hébreu et du rapport au peuple juif à la loi, du peuple juif à la loi. Et le sionisme, d'après lui, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on le comprend, a voulu mettre un terme à la condition diasporique. Et le sionisme dénonçait les traits mêmes que Franz Rosenzweig privilégiait dans sa conception du peuple juif et dans sa vocation. Pourtant, sur un point, Franz Rosenzweig était d'accord avec le sionisme. Il dit que le sionisme a fait le constat de la ruine de l'émancipation qui conduisait à l'assimilation, c'est-à-dire qui conduisait à l'abandon de la vie juive, des commandements, désertion de la synagogue, désertion du foyer juif. Et donc, sur ce plan-là, il était d'accord avec l'analyse du mouvement sioniste, mais cette ruine de l'émancipation, eh bien, lui, il a trouvé une parade
à cette ruine de l'émancipation en créant un, un concept qui s'appelle la dissimilation, c'est-à-dire le contraire de l'assimilation. Et c'est pour ça, c'est pourquoi, vous le savez peut-être, il a créé, parce qu'il venait d'une famille assez riche, avec l'héritage qu'il a reçu de ses parents, il a créé le Lehrhaus à Francfort, où tous les premiers professeurs de l'université hébraïque de Jérusalem avaient enseigné dans le Lehrhaus de Rosenzweig. Donc, pour essayer justement de renouveler, de réinjecter le judaïsme dans la communauté juive d'Allemagne. Et donc, c'est pourquoi il s'opposait au sionisme qui compromettait les thèses de Franz Rosenzweig sur la position et le rôle d'Israël vis-à-vis du christianisme. Le retour à Sion, pour lui, comme je l'ai dit, c'est le retour à l'histoire. Et l'histoire, c'est le domaine ou c'est la voie royale du christianisme. Or, le succès du sionisme risque de consacrer le triomphe du christianisme et de la lutte qu'il n'aura cessé de mener contre le judaïsme. Et donc, je voudrais maintenant revenir à l'analyse que Rosenzweig fait du rapport du peuple juif à sa terre. Mais oui, du rapport du peuple juif à sa terre. Vous savez, il donne une importance au chapitre 12 de la Genèse où Abraham quitte son pays, sa terre natale, son milieu familial et part vers un pays, vers la terre de Canaan. Mais il ne sait pas qu'il va vers la terre de Canaan. Et donc, il dit, contrairement à tous les peuples anciens, le fondateur du peuple juif n'est pas un personnage mythique, c'est seulement ce que Rosenzweig appelle un immigré, un travailleur immigré qui a quitté la Mésopotamie pour venir à Canaan. C'est donc ni un personnage mythique, ni un dieu, ni un demi-dieu, c'est un homme de chair et de sang qui, lui, entend la voix de Dieu qui lui enjoint de partir. Et donc, il quitte sa terre qui est la terre natale, mais il arrive sur une terre qui n'est pas la sienne, puisque justement, c'est le pays de Canaan. Et il va vivre avec les Cananéens pendant le restant de sa vie. Et donc, Rosenzweig dit, le rapport que nous avons à la terre d'Israël est un rapport qui ressemble à celui d'Abraham vis-à-vis de la terre de Canaan. C'est-à-dire, finalement, un rapport qui n'est pas un rapport à la terre même, qui est un rapport qui va se transformer, qui va être un rapport à la manière de vivre sur cette terre, puisque vous le savez, le Lévitique dit, cette terre a des renvois, cette terre peut renvoyer le peuple qui
se livrent à des injustices ou des infidélités vis-à-vis de Dieu. Et d'accord? Si vous ne suivez pas les commandements de Dieu, eh bien cette terre va vous rejeter. Donc c'est une terre qui est une terre métaphysique. Et donc Rosenzweig dit, le rapport à cette terre est un rapport qui est un rapport à un territoire qu'on habite seulement sous certaines conditions. Et ce qui est très intéressant, c'est que les kabbalistes, notamment en tout cas les kabbalistes du XVIe siècle, c'est-à-dire ceux qui étaient les disciples de l'Ourия, vont dire il faut faire attention à cette terre. Cette terre s'appelle Eretz Kenaan. Nous devons être Knoim, nous devons être presque obligés, presque contraints à être à exécuter ou à remplir ou à réaliser les commandements. Donc c'est la terre de Canaan, c'est la terre de la Kénia, du fait d'être contraint et forcé d'être fidèle à Dieu. Donc voilà, si vous voulez, le rapport à la terre du point de vue, en tout cas, de Rosenzweig. Le rapport à la langue maintenant. Là aussi, il dit, eh bien, le peuple d'Israël a toujours eu deux langues. Une langue qui était la langue d'usage dans le pays où il vivait, et puis une langue qui était la langue rituelle, la langue du Sidour, la langue de l'étude, mais jamais il n'a pensé faire de cette langue de l'étude une langue d'usage. Et voilà ce qu'il dit, et dans un article, dans ses écrits mineurs, comme on les appelle, est un article qui s'appelle Néo-hébreu, à propos de la traduction de l'éthique de Spinoza. Et voilà ce que dit Rosenzweig. Il dit, c'est qu'on ne peut pas parler hébreu à sa guise, il faut le parler tel qu'il est. Et il se rattache au passé. Il a ses obligations temporelles. Même dans la bouche du plus jeune des marmots de colons de la dernière des implantations en date. C'est-à-dire le dernier, le plus jeune des marmots de colons de la dernière des implantations en date peut faire de la langue hébraïque une langue d'usage, mais il ne sait pas que cette langue d'usage, elle nous parle du fond des âges et qu'on doit tenir compte du passé et qu'on doit tenir compte de la sédimentation des significations qui viennent s'ajouter à cette langue. Et je crois que dans une lettre qu'il adresse aussi à ses parents, et il moque un peu les sionistes en disant ils sont tout ébahis devant un menu qui est composé en langue hébraïque. Il dit bon, d'accord, mais ce menu qui est composé en langue hébraïque, c'est une sécularisation de la langue, et cette sécularisation et la langue hébraïque
résiste, dit Rosenzweig, à la sécularisation. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, pour le 40e anniversaire de Rosenzweig, Scholem a écrit 3 pages qui traitent à propos de la langue hébraïque. Et je ne résiste pas, en tout cas, de vous lire un extrait, en tout cas, de ce texte. Écoutez ce que dit Scholem 3 ans après son installation en Israël. Et lui avait appris l'hébreu à Berlin, il avait appris l'hébreu classique et il s'était mis à l'hébreu sécularisé et il est connu comme quelqu'un qu'on appelle, disons, laïque dans le langage d'aujourd'hui en Israël. Alors écoutez bien ce qu'il dit. Ce pays est pareil à un volcan où bouillonnerait le langage. Quelles sont les conséquences de l'actualisation de la langue hébraïque? Cette langue sacrée dont on nourrit nos enfants ne constitue-t-elle pas un abîme qui ne manquera pas de s'ouvrir un jour? Point d'interrogation. Certes, les gens d'ici ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils croient avoir sécularisé la langue hébraïque, lui avoir ôté sa pointe apocalyptique. Mais bien sûr, ce n'est pas vrai. La sécularisation de la langue n'est qu'une façon de parler, une expression toute faite. Il est impossible de vider de leur charge des mots bourrés de sens, à moins d'y sacrifier la langue elle-même. Et il poursuit, mais si nous transmettons à nos enfants la langue telle qu'elle nous a été transmise, si nous, génération de transition, ressuscitons pour eux le langage des vieux livres pour qu'ils puissent de nouveau leur révéler son sens, ne risquons-nous pas de voir un jour la puissance religieuse de cette langue se retourner violemment contre ceux qui la parlent? Dieu lui-même, à son tour, ne restera pas muet dans la langue où des milliers de fois on l'a invoqué de revenir dans la réalité de notre vie. C'est un texte très très fort et ce texte-là, Scholem l'a offert à Rosenzweig pour son 40e anniversaire parce que ils avaient tous les deux travaillé sur la traduction en allemand de quelques textes liturgiques et Rosenzweig avait même traduit des poèmes de Yehuda Levi en allemand et ils n'étaient pas d'accord sur la traduction des textes liturgiques et c'est pourquoi Scholem lui a écrit en tout cas ce texte pour son 40e anniversaire qui n'a été retrouvé qu'après la mort de Scholem par Stéphane Moses et qui a été publié en 1985 en hébreu et ensuite qui a été traduit dans d'autres langues. Donc voilà le rapport à l'hébreu. Le rapport à l'hébreu, c'est une langue pour lui qui a tellement connu de sédimentation depuis l'Antiquité jusqu'à la période moderne, qu'on ne peut pas la séculariser sans ouvrir un abîme, sans s'attendre à un retour du refoulé ou à un coup de grisou. Pour la loi, eh bien, il dit c'est la même chose.
le juif qui a toujours vécu en diaspora devait se conformer aux lois de la nation, de la République, du royaume, mais il devait aussi supporter le, le lourd fardeau des 613 mitzvot. Et donc, il y a là aussi un décalage entre la loi qui est la loi d'Eretz Israël, qui est une loi, disons, laïque, sociale, que nous connaissons, et la loi des commandements de la Torah que nous devons observer. Donc là aussi, un écart, un décalage, et c'est pourquoi, pour lui, et la terre n'est pas la terre d'Israël, et la langue n'est pas la langue d'Israël, et la loi n'est pas la loi d'Israël. Donc l'État est remis en cause par Rosenzweig. Donc vous voyez que en vous donnant cette analyse de Rosenzweig concernant le rapport à la terre, le rapport à l'hébreu, le rapport à la loi, vous voyez qu'il se détache de l'histoire. On dirait qu'il ne tient pas compte de l'histoire. Or, nous savons, en tout cas après la Deuxième Guerre mondiale, nous savons que d'abord, l'histoire a fait irruption dans le peuple juif et de la manière la plus cruelle possible. Et deuxièmement, parallèlement à cette cruauté et à tout ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, les horreurs du nazisme, il y a eu un retour dans l'histoire qui est un retour qui était positif. C'est-à-dire, les Juifs ont dit, eh bien, nous voulons maintenant avoir notre place dans l'histoire. Et c'est ce qui a créé, en tout cas, le décalage entre la conception de Franz Rosenzweig, qui faisait du peuple juif un peuple anhistorique, et la conception du sionisme qui, lui, insistait beaucoup sur le retour à l'histoire, quitte à gommer toute l'histoire ancienne du peuple d'Israël, ou à ne pas tenir compte tout à fait, en tout cas, de cette histoire ancienne du peuple d'Israël. Voilà donc, si vous voulez, un rapport qui est ambigu, mais j'ai dit tout à l'heure, les questions que pose Rosenzweig restent des questions qui préoccupent les citoyens de l'État d'Israël, ou en tout cas une partie des citoyens de l'État d'Israël. Parce que justement, pour eux, cette terre, ou en tout cas pour une partie des sionistes, des pères fondateurs du sionisme, la terre d'Israël n'était pas une terre natale, c'était une terre destinale, comme pour Abraham. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grande partie de la population qui est née sur cette terre, mais il y a là, on a, en naissant sur cette terre, ils ont voulu gommer la dimension juive pour la remplacer par l'identité israélienne.
Et c'est cette question qui se cache derrière cette notion de la terre natale et destinale, de la terre qui est la nôtre et qui n'est pas entièrement la nôtre. La même chose pour l'hébreu. L'hébreu a subi aussi une sécularisation terrible, même s'il y a une renaissance de la langue hébraïque qu'on ne peut pas imaginer quand on est en diaspora, mais il reste que de cet hébreu, on ne sait pas, ou on n'arrive pas, si on n'a pas été nourri, disons, d'études juives, on n'arrive pas à détecter les significations qui étaient là avant de, de devenir, disons, quelque chose qui est houlin, qui est sécularisé. La même chose pour la loi. Certains tiennent au commandement de la Torah. Certains disent, mais les commandements de la Torah ne peuvent pas aujourd'hui, en tout cas, servir un État moderne. Et il faut donc qu'on conçoive l'État moderne comme les nations évoluées. Et on garde en tout cas, pour certains, il faudrait même supprimer les commandements de la Torah, et pour d'autres, eh bien, on les garde parallèlement à la manière d'organiser un État moderne. Donc vous voyez que les questions que posait Rosenzweig restent des questions qui sont fondamentales pour l'avenir du peuple juif et l'avenir de l'État d'Israël, même si une grande partie de la population n'est pas au fait, n'est pas très au courant de l'importance de ces questions-là. Et ce sont ces questions sur lesquelles je voulais justement terminer, parce que pour montrer que on peut dire je n'accepte pas tellement la théorie de Rosenzweig sur l'anistoricité, la non-historicité du peuple juif, mais je crois que en fouillant un peu et en travaillant ces 3 chapitres sur la terre, sur l'hébreu et sur, d'ailleurs il n'appelle pas ça l'hébreu, il appelle ça la langue sainte, et sur la loi, je pense que ces analyses restent encore fondamentales et nous obligent à questionner et à essayer de trouver une solution. Voilà, je crois que j'en ai assez dit, mais je suppose que vous devez avoir beaucoup de questions qui, en tout cas, qui hantent votre esprit après avoir entendu cet exposé. Merci beaucoup, David. Alors, je vais commencer par vous poser une question assez évidente. C'est, y a-t-il aujourd'hui des héritiers de la pensée de Rosenzweig? Est-ce qu'il y a une filiation depuis donc l'époque à laquelle il a écrit l'Étoile de la Rédemption? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des gens qui considèrent que cette pensée peut être réactualisée, en tout cas qu'elle est toujours vivante? Oui, alors, je vous donnerai 2 réponses à cette question.
celle de Lévinas dont j'ai parlé, que j'ai évoqué juste en passant tout à l'heure, c'est que Lévinas dit que la pensée de Rosenzweig est une pensée préadolescente, c'est-à-dire c'est une pensée qui n'a pas connu le traumatisme de la Shoah. Et donc, parce qu'il n'a pas connu le traumatisme de la Shoah, il pouvait dire que le peuple juif est ahistorique. Et d'ailleurs, on trouve dans les écrits de Lévinas des textes où, d'ailleurs, le rapport, si je dis des bêtises, Claude Rivlin me corrigera, le rapport de Lévinas à l'histoire est un rapport de suspicion, mais de grande suspicion. Justement pour le peuple juif, parce que pour lui, eh bien, le rapport, s'il existe un rapport entre le peuple juif et l'histoire, pour Lévinas, ce rapport se décrit ou se décline sur l'histoire sainte, c'est-à-dire sur les textes de la tradition juive et non pas sur l'histoire événementielle. Ça, c'est ce que Lévinas aurait dit au sujet de l'étoile de la rédemption. Donc Lévinas est un héritier, même s'il critique Rosenzweig, est un héritier de Rosenzweig. Celui qui a fait d'abord la première grande recension de l'étoile de la rédemption a été faite par Gershom Scholem, et Scholem dit que c'est un livre qui l'a ébloui dès qu'il est paru, et il était parmi les rares lecteurs de ce livre, mais il était en désaccord avec lui justement sur la question du sionisme. Et alors, est-ce qu'il a des disciples? Troisième exemple, juste un moment, monsieur. Troisième exemple, je connaissais Leibovitch et j'étais chez lui pour des traductions de ses livres, et un jour il me dit, vous savez ce que je viens de recevoir? Je viens de recevoir d'un juif russe la traduction en russe de l'étoile de la rédemption. Et on me demande de jeter un coup d'œil pour voir si il a bien traduit. Donc, en 80, parce que Leibovitch était encore vivant dans les années 80, il y avait des gens qui s'intéressaient à Rosenzweig. Bon, c'était peut-être des gens qui sont nés en Russie et donc qui avaient conscience d'une partie diasporique de leur identité. Mais je pense qu'aujourd'hui, même si Rosenzweig ne pouvait pas imaginer les horreurs du nazisme, eh bien, son livre est étudié dans les facultés de philosophie d'Israël, et on continue, au moins en tout cas, à faire référence à lui pour certaines choses, notamment en tout cas pour le calendrier liturgique, sa manière en tout cas de décrire les fêtes est une manière qui est extraordinaire, et la manière dont il a mené aussi son
débat et son dialogue avec le christianisme est aussi quelque chose que les philosophes qui s'occupent du dialogue judéo-chrétien, notamment Fackenheim, notamment André Neher, a écrit justement sur le rapport de Rosenzweig au christianisme. Voilà. Merci. Allez-y. De Morgenstern, allez-y. Oui, tout d'abord, un très grand merci à David Bannon pour ce tour d'horizon magnifique. Et je voulais dire un mot, et ça tombe bien parce que ça répond partiellement à la question qui vient d'être posée. Il y a un héritier direct de Rosenzweig, ça a été Béni Lévy. Et sur les trois questions que vous avez évoquées, à savoir la terre, la langue et la loi, il a tenu bon, y compris donc à Jérusalem. Et je ferai ça très court. J'ai fait un film sur Béni pour Arte, et le film se termine, le quatrième volet, donc c'est un film biographique, malheureusement il est décédé pendant le tournage, se termine par la fin de l'histoire. C'est-à-dire, il arrive à Jérusalem, et Bernard-Henri Lévy dit, c'est là qu'il n'y a plus d'histoire pour lui. Et le film se termine par une chavruta, où quelqu'un montre tous les livres avec lesquels il travaillait, et il dit, il n'y a pas de chronologie. Les livres se répondent les uns aux autres sans tenir compte du. Je sais que vous connaissez ça, mais dans un film pour Arte, ça a provoqué une certaine stupéfaction. Et alors, deux anecdotes quand même, parce que Béni était très accroché sur ces trois questions, très militant. Et il me raconte, quand je suis arrivé en Israël, il y a quelque chose qui m'a mis hors de moi. Lorsque j'ai pris le taxi pour aller de l'aéroport à Jérusalem, le chauffeur de taxi m'a demandé si j'avais besoin d'une Kabbalah. Et il a dit quoi? Vous utilisez ce mot qui est un mot qui a traversé des milliers d'années, ou en tout cas des centaines, dans un usage qui était un usage d'une densité absolument incroyable. Et ça veut dire reçu maintenant. Béni, et l'autre, oui, et il n'a jamais demandé la nationalité israélienne. C'est-à-dire que, alors qu'il habitait à Jérusalem, que ses 5 enfants étaient là-bas, et tout ça, il a suivi pas à pas, pour terminer, le programme de Rosenzweig. Il était trop fier pour s'en réclamer, parce qu'il avait l'air d'avoir tout inventé lui-même, mais il l'a suivi pas à pas. Mais il a été pris, comme on dit, par la patrouille. Celui qui s'en est rendu compte, qui me l'a dit, et je l'ai mis dans le film et tout, c'est Bernard-Henri Lévy. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est vraiment extraordinaire parce que, mais est-ce que vous me permettez d'ajouter une toute petite chose? Bien entendu, évidemment. C'est que Béni Lévy, lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, eh bien, il a quitté, comme vous dites, c'est la fin de l'histoire, il a quitté l'histoire et il est tombé dans un temps éternel. Absolument. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pourquoi le lien avec Rosenzweig est un lien qui est très fort. Merci beaucoup, Izzy. Merci beaucoup. Il avait un héritier, malheureusement décédé, et le petit groupe qui était autour de lui était largué, n'était pas là, évidemment. Donc peut-être qu'il n'y a plus personne. Mais j'ai vécu donc 3 ans pour faire ce film avec Rosenzweig et lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce témoignage. Je suis très heureux que ces soirées nous permettent de croiser des chemins empruntés par les uns et par les autres. Oui. Mais je pense que je reviens à votre film. Moi, je ne le connais pas. J'étais probablement déjà en Israël quand ce film est paru. Donc, je ne l'ai pas vu. Je l'ai montré en Israël à la Cinémathèque, à Jérusalem, avec des sous-titres en hébreu. Il est à la. Oui, non, je l'ai montré, j'ai fait une présentation. Mais il n'y avait que les militants gauchistes israéliens. Donc ce film est tombé complètement, pas à plat, parce que c'est un beau film. Il y a Finkielkraut qui intervient, il y a énormément de gens qui parlent de Béni. Mais
les gens, eux, s'intéressaient à la première partie du film, c'est-à-dire mai 68 et tout. C'était un quiproquo total et absolu. Mais il a été présenté, oui, absolument. Et à l'Institut français à Tel Aviv. Pardon. Ok. En tout Merci cas, pour ça vaudrait la peine de... je ne donne pas de cours sur Rosenzweig cette année à l'université, mais ça vaudrait la peine de montrer ce document si jamais, en tout cas, je reprenais le cours que je donnerai pour un semestre sur Rosenzweig, peut-être en tout cas. Il sera à vous. Je suis allé jusque dans le Vermont aux États-Unis, où un ancien gauchiste était prof, Zuckerman, il se faisait appeler Sugarman, prof de philo et de judaïsme. Ça se fait aux États-Unis. En France, vous savez que c'est interdit. Et on ne mélange pas ces gens-là. Et j'ai projeté le film, 100 minutes quand même. Et avec ses élèves, il y a eu toute une discussion sur le destin du judaïsme. Et lui, son moment de Rosenzweigien, puisqu'il avait été gauchiste, c'était aussi une entrée à un moment dans la synagogue, au moment de la prière. Voilà. Oui, On ne c'est sait jamais quand est-ce que ça va vraiment vous tomber très dessus. intéressant, comme a dit tout à l'heure Marc Kogel. Eh bien, je pense que il faut croiser justement ces routes et ces itinéraires et ces destins, parce que là, on découvre quelqu'un qui était loin et qui a vécu existentiellement la philosophie de Rosenzweig. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Monsieur Morgenstern, pour que ce film puisse être reprogrammé, ou en tout cas mis à disposition d'un public, pas érudit, mais un public curieux, un public qui veut aller un peu plus loin? Ce serait dommage que ce film reste dans une cinémathèque. Est-ce qu'il y a un moyen de le diffuser? C'est deux questions différentes. D'abord, il ne Ouais. reste pas dans les cinémathèques. Je milite, comme pour d'autres films que j'ai faits, et je viens avec. Parce qu'il a énormément d'archives. Sur 100 minutes, il y a au moins 50 minutes d'archives. Et Arte n'a pas voulu payer pour libérer ces archives pour que le film existe en DVD. Donc, oserais-je dire, si on m'invite, je montre le film, c'est-à-dire le film peut être vu sans moi, hein, mais, et à ce moment-là, comment dirais-je, à partir du milieu du film, c'est-à-dire Corbeny fonde des éditions Verdier, je fais partie de l'équipe qui a fondé Verdier. Donc c'est toute une histoire, j'étais maoïste en même temps que lui, je fais partie de l'équipe qui a créé Libé. Donc je suis Oui, oui. ashkénaze. Donc mon univers est un peu différent de l'univers le vôtre, par exemple, que je connais partiellement, enfin, David. Et donc le film, on peut le voir. Euh, on, Mais il y a moi, une partie qui. j'ai une proposition à faire à Marc Cohen. Oui, Pourquoi ne pas faire ça? Mais je ne sais pas, je lance une idée. Nous avons programmé, mon épouse et moi, d'être à Paris en juillet, au début juillet. Pourquoi ne pas faire une soirée ou une double soirée sur Rosenzweig et Benny Lévy avec absolument. justement euh, euh, le film d'Isée Morgenstern. Ah bah, écoutez, proposition acceptée. Euh, Merci. il faut juste que nous vérifions ensemble d'éléments techniques, à savoir si ce film est disponible sur Un peu un support. depuis, Ouais. depuis un an et des poussières, je me suis confiné chez moi dans le Tarn et donc je ne vais pratiquement plus à Paris. Par contre, j'ai une proposition plus simple. Je peux mettre le film à la disposition de qui veut. Je l'ai fait pour des cours que je donne ici. J'ai fait la Bible dévoilée, adaptée des thèses de Finkelstein sur l'archéologie et la Bible. Et il a été diffusé chez les gens qui se sont inscrits à ce cours. C'était un cours. Et on discute après. Donc moi, je peux passer à quelqu'un comme vous, par exemple, Oui. qui a l'air de savoir manipuler ces objets.
le film, un lien pour pouvoir le télécharger. Très bien. Et à partir de là, vous faites ce que vous voulez. Parce que la partie, comment dirais-je, c'est l'esprit de Rosenzweig qui est dans le film. Mais le Oui, film, il était fait pour Arte. Et donc, la moitié du film, c'est l'histoire du gauchisme maoïste. Et la deuxième partie, c'est l'histoire de Béni, de Lévinas et du tournement vers le judaïsme. Et à titre anecdotique, je l'ai présenté à la très grande bibliothèque à Paris. Et il y a des gens qui sont partis dès que la partie sur le judaïsme a commencé. comment Donc, c'est oui, évidemment, Béni Lévy était une énigme énervante. Euh, Moi, j'ai beaucoup d'affection pour lui. C'est quelqu'un, j'étais très, très lié et sa mort m'a mis minable. Et pendant un an, je n'ai pas voulu faire le film. Et c'est sa veuve, Léo, qui m'y a poussé. En tout cas, pour faire simple et pas rentrer dans des anecdotes, parce que quand on parle de gens qu'on a connus, évidemment, c'est toujours plein d'anecdotes. Mais je peux mettre le film, vous me donnez un lien email, je Mhm. mets le film à votre disposition. Il est à moi. J'ai fait très attention quand je l'ai fait et de pouvoir en disposer pour des conférences ou des choses de genre. Il a été beaucoup vu, hein. Il y a une version anglaise, une version en hébreu et tout. Et puis, vous décidez ce que vous faites. Évidemment que ça me fera plaisir. Eh bien, Mais en même temps, écoutez, c'est un oui, fidèle, on va le très faire. fidèle. On va le faire ici. Donc, j'accepte aussi le calendrier de David. Donc, quand David sera à Paris, nous organiserons une projection dans nos locaux. Ce sera peut-être une première. On va faire le pari que ça sera possible, quitte à ce Oui, qu'on vérifie jusque-là, que avec soit tous je vaccinés. comprends. Mais je pense que, vu l'âge moyen des personnes qui s'intéressent à ce sujet, ça sera le cas même en France. Et on organisera une soirée et vous serez à distance, alors Izzy, pour répondre aux questions de nos. Exactement. Voilà. Oui, et je peux me mettre à distance d'expérience, hein, décalé dans le temps, parce que le film dure 100 minutes. Et quand un film dure 100 minutes, il est passionnant, hein, parce que Béni est passionnant. Et puis l'aventure de mai 68 et tout ça. Et Sartre, dans le film, il y a Sartre, il y a, comment ça, Lévinas, tout le monde est là. Mais une fois que vous avez vu un film comme ça, ce que vous voulez, c'est aller boire un coup et vous reposer. Et donc le débat peut être remis une semaine après par Zoom. Enfin, euh, je vous laisse, une fois que vous D'accord. l'aurez vu, je vous laisse vous organiser. Moi, On je va. suis content qu'on le. Je suis content que Béli soit présent et que les problématiques que vous avez soulevées, c'est comment incroyable. C'est le seul dont j'ai entendu parler qui a décidé de les mettre en œuvre parce que c'était un activiste. Donc, il ne Mhm, se contentait pas de penser. mhm. Il voulait que ça ait lieu. Et, et donc, voilà, il est le disciple, le Saint Paul de Rosenzweig. Merci, Merci beaucoup. monsieur. Vous avez mon email sûrement quelque part, je ne sais pas où. Sinon, je vous le mets dans les notes et puis vous m'écrivez, je vous D'accord. réponds. Ça. On fait comme ça. Quelles sont les En tout dates cas, de votre voyage en France, David? Pardon, je vous donnerai les dates. D'accord. Euh, mais j'ai interpellé mon collègue Claude Rivlin au sujet du rituel. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, j'ai adoré votre conférence. J'ai été très honoré d'être cité. Mais je voudrais ajouter quelque chose. C'est que la problématique du rituel repose sur une sorte de tabou de l'Occident. Ce tabou consiste dans la constatation que la pensée est aussi gouvernée par le geste que l'inverse, ce qui est une espèce de scandale. Dans ma pratique professionnelle, j'ai pu me rendre compte. Lorsque je dis à un chef d'entreprise qui sont mes interlocuteurs habituels, que la périodicité de vos réunions, le fait qu'il y ait un compte rendu, qu'il ait été distribué et acquis, a une influence décisive sur vos décisions. Je dis une horreur. Je lui explique qu'il est une marionnette transportée par ses gestes. Et pourtant, c'est vrai. Le philosophe Alain a dit à cet égard une vérité tout à fait authentique et tout à fait choquante. Lorsque vous êtes en colère, ouvrez vos mains et tournez-les vers le ciel et votre colère va s'évaporer. Ceci est tout à fait observable et c'est complètement inadmissible.
Or, l'importance des gestes, notamment d'une synagogue en prière à Kippour, sur l'idée que l'on se fait de la vie du monde et de Dieu, est une vérité incontestable. Et c'est comme ça que Rosenzweig a retrouvé la Torah. Mais ça n'a pas été dit au nom du rite. Et pourtant, je pense que c'est la vérité profonde de cette expérience. Qu'en pensez-vous? Écoutez, j'ai pas très bien entendu en tout cas votre intervention, mais j'ai entendu la fin de votre intervention parce que il est vrai que la démarche qu'a faite Franz Rosenzweig, c'est de dire que je ne veux pas me convertir au protestantisme ou au christianisme comme un païen. Je veux me convertir comme un juif, puisque le juif, eh bien, c'est celui qui a refusé de reconnaître le Christ. Et donc, lui dit, vous nous invitez, vous invitez les païens, tous ceux qui ne sont pas chrétiens, à venir au Père par l'intermédiaire du Fils, mais quand on est Israël, on n'a pas besoin, puisqu'on est déjà, d'ores et déjà, auprès du Père. Donc, on n'a pas besoin de nous convertir. Et ça, je crois, cette démarche de Rosenzweig a fait sa force pour pouvoir dire « je ne me convertis pas, je reste juif ». Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui, je vous entends mieux. Je pense que la plupart des choses que nous retenons de Rosenzweig ont fondamentalement une origine grecque, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'il n'y a rien au-dessus de l'esprit, que tout est dans le verbe. Les idées de Platon, c'est des idées. Or, dans le judaïsme, les idées ne sont qu'un aspect de l'attachement à la tradition juive. Il y a aussi les affects et les gestes. Et je pense que l'office de Kippour a eu le même effet sur Aimé Pallier. C'est qu'il a commencé à s'intéresser au judaïsme lorsqu'il est entré le jour de Kippour dans une synagogue. Et cette vision l'a bouleversé. Donc, ce sont des faits concrets, ce ne sont pas des idées, ce ne sont pas des constructions théoriques, ce sont des choses de la terre, des choses, je vais dire une horreur, c'est des choses féminines. C'est que pour les femmes qui mettent les enfants au monde, qui font des gestes qui ne sont pas des théories, le monde n'est pas le même que celui des hommes. Oui, parce qu'il est plein de contacts. J'ai bien compris. Je vous en prie, oui. J'ai bien compris maintenant ce que vous voulez dire et c'est vrai que je n'ai pas insisté sur ce point. Lorsque Rosenzweig commence à élaborer son système qui est l'étoile de la rédemption, il est vrai qu'il part du paganisme et de la Grèce et c'est sur les idées de la Grèce qu'il commence son travail et qu'il commence à élaborer son système. Mais vous avez entièrement raison de dire, à partir d'un certain moment, quand il passe du paganisme au judaïsme, alors là, il y a le monde sensible, les affects et l'action. Et vous avez entièrement raison de dire ça, Monsieur Rivlin. Je vous remercie d'avoir fait cette remarque. Je suis flatté de votre intérêt, merci. Alors après tous ces échanges, eh bien on va se donner rendez-vous, Janine, pour le prochain. Me semble-t-il dans 15 jours. 15 jours. D'accord. Nous attendons avec impatience ce rendez-vous. Bonne soirée. Non, dans 15 jours, c'est Shavuot.
C'est le oui, dimanche 23. 23. D'accord. Donc, Oui, c'est le 23 23. mai. Oui, parce que dans 15 4 jours, semaines, c'est donc. Shavuot. Voilà. D'accord. Merci à tous pour ces Bonne échanges soirée à vous. riches, Merci ces beaucoup à tout échanges le monde. chaleureux Au revoir. et bonne soirée. Bonne soirée, Bonne merci soirée. beaucoup.